قد أذن الظهر والطعام لا يفارق فكري على الدوام يبدو أني لا أقوى على الصيام أمي أشكو لك همي سامحيني أمي ماذا أفعل الآن أنا فعلا جائع وتفكيري ضائع سوف أشارك بالخذلان. Salam alaikum, donc on va terminer un peu le cours de la dernière fois. On a vu l'ohmètre, donc l'ohmètre analogique à base de galvanomagnétoélectrique. Et donc un dernier exercice, et on va passer donc à la conception d'appareils de mesure en mode AC, donc alternatif. On peut voir ici dans cet exo que donc c'est l'exercice numéro 2 de donc la partie 5 de notre cours pour l'ohmètre analogique. Bien sûr, il y a des relations importantes qu'on a notées 1, 2, 4, 5 et 6. Donc, pour un ohmètre, on a dit, donc je vais récapituler un peu. Donc, pour un ohmètre, on a dit qu'on aura besoin une source de tension, une batterie, par exemple. Donc vous allez retrouver donc, dans les ohmètres analogiques, en général, une batterie de 9 volts. Pour le schéma interne, on va retrouver bien sûr le galvanomètre magnétoélectrique. Donc, on peut voir ici donc, le cadre mobile du galvanomètre. Donc, pour le galva, donc pour le galvanomètre, donc vous avez les caractéristiques d'un galvanomètre magnétoélectrique. On en a parlé plusieurs fois de ça. Donc c'est Imax, donc c'est le courant qui va vous donner une déviation maximale de l'aiguille du galvanomètre. Ou c'est donc la résistance interne. La résistance interne, c'est la résistance des fils électriques qui constituent le cadre mobile du galvanomètre magnétoélectrique. Bien sûr, pour l'ohmètre analogique, on aura besoin aussi d'une résistance de protection RS, hein, donc, résistance de protection RS. Et bien sûr, pour notre schéma dans l'étude, donc on a parlé d'une résistance RH. Hein. C'est quoi la résistance RH? Donc H, c'est en anglais, c'est help. Hein. Ça veut dire que c'est la moitié. Donc ça veut dire que la résistance, RH ici, donc on va remplacer Rx par RH. Rx, c'est la résistance qu'on veut mesurer. Donc, RH, c'est la résistance qui donne la moitié de déviation de l'aiguille du galvanomètre. Elle va vous indiquer donc la moitié de l'échelle de graduation. Donc, à partir de ça, donc, on a pu déduire les relations qui donnent un RH. Par exemple, la première relation, donc, c'est RS plus R interne en parallèle avec R shunt, RH. Puis on a dit que IH, donc c'est le courant qui donne la moitié de déviation de l'aiguille du galvanomètre, la moitié de déviation totale de l'aiguille du galvanomètre. Donc c'est la tension, donc la tension V sur 2 RH. Bien sûr, pour le courant qui donne une déviation max de l'aiguille qui traverse bien sûr Rx. Bien sûr, en fait, IH, c'est quoi? C'est le courant qui va traverser RH, IF, ici, donc c'est le courant qui va traverser Rx. Hein. Ici, donc, on peut voir que IF égale à V, c'est RH. Donc ça, c'est la troisième relation. Et bien sûr, on a déduit donc les relations qui vont nous permettre de retrouver la résistance de shunt et la résistance de protection RS. Et bien sûr, en fonction de RH, R interne, Imax et IV. Voilà. Donc, vous avez la relation 4 et 5 qui vont permettre de calculer ça pour la construction de votre ohmètre.
par la suite, donc, on a aussi donc, introduit ce qu'on appelle donc, facteur de déviation D. Hein, donc, facteur de déviation D, c'est quoi? Donc, c'est le courant I sur IF. Hein. IF, c'est le courant qui va assurer le maximum de déviation. Hein. En fait, déjà, il faut faire la différence entre Imax et IF. Bien sûr, vous aurez Imax dans le galvanomètre, mais IF, c'est le courant qui va traverser la résistance RX qui va vous permettre d'obtenir le maximum de déviation de l'aiguille. Donc, à partir de ça, donc, vous avez D égale à I sur IF, I égale, donc on a déduit aussi donc, une relation qui relie donc, les facteurs de déviation avec les résistances RH et RX. Vous avez ces deux relations. Si nous prenons donc l'IXO 2, donc on n'a pas vu ça dans la partie en présentiel de notre cours. Donc vous avez ici donc un ohm-mètre avec une résistance, qui va vous donner donc la moitié de déviation de l'aiguille, donc c'est RH égale à 40 ohms, donc on a donné la résistance qui va vous indiquer la moitié de déviation de l'aiguille du galvan. Aussi donc le courant de déviation totale, donc on a donné aussi donc, le courant de déviation totale égale à IF égale à 300 microampères. Hein. Ça veut dire que en fait c'est par 300 microampères, donc vous allez obtenir IF bien sûr lorsque Rx égale à 0. On va voir ça par la suite dans la solution quantique. Bien sûr par rapport aux relations qu'on a retrouvées dans cette partie-là. Donc vous avez IF correspond à Rx égale à 0. Donc la déviation totale. Donc le courant qui vous donne la déviation totale. Bien sûr, ici, donc, on veut calculer le courant qui traverse RS. Bien sûr, le courant qui traverse RS, c'est le même courant qui va traverser RX. Donc, vous avez plusieurs valeurs de Rx. Donc, on va prendre Rx égale à 0 ohm, 5 ohms, 10 ohms, 15 ohms et 1 méga ohm. D'abord, on va calculer donc, le facteur de déviation. Donc, pour le facteur de déviation, donc on va directement travailler avec les deux dernières relations. Donc, D égale à RH sur RH plus RX. Bien sûr, ils nous ont donné donc, RH, c'est 30 ohms. Donc, on va remplir un certain tableau. Hein. Pour chaque RX, on va retrouver donc, le facteur de déviation qui correspond à la valeur de RX donnée. Aussi, donc, le courant I qui va traverser aussi donc RX ou RS. Donc, toujours ça, c'est selon le schéma, bien sûr, donc c'est selon le schéma de l'ohm-mètre qu'on a étudié. Hein. Donc, tout ça, c'est selon le schéma de l'ohm-mètre qu'on a étudié. Hein. Bien sûr, ici, donc, vous avez ce schéma-là, RI, RH, on va la remplacer par RX. Hein. RH est remplacé par RX. On va retourner au cours. Donc, en appliquant ces deux relations, donc on peut remplir tout simplement ce tableau-là. En fait, maximum, donc, on peut retrouver IF. Hein, donc, bien sûr, pour 0 ohm, donc on va retrouver IF, donc c'est le maximum de déviation de l'aiguille du galvanomètre, qui correspond aussi donc, au maximum de déviation. Donc, qui correspond aussi à 0 ohm dans le cas de l'ohm-mètre. Si vous allez faire donc, la correspondance entre l'échelle de radiation pour donc galvanomètre et l'ohm-mètre, donc vous allez retrouver que pour 0 ohm ou un court-circuit, donc vous allez retrouver donc I égale à IF. Pour une résistance qui tend vers l'infini, par exemple, donc vous avez 1 méga ohm dans ce cas-là, donc vous aurez donc une résistance qui tend vers l'infini, ça veut dire que un circuit ouvert. Donc, on va mesurer donc la résistance, c'est un circuit ouvert, et ça va donner donc bien sûr le courant électrique ne traverse pas un circuit ouvert. Bien sûr, on peut voir que I égale à 0 microampère.
En fait, sinon, pour les autres valeurs 5 ohms, 10 ohms et 15 ohms, donc on va appliquer ces deux relations. D égale à RH sur RH plus RX, c'est I égale à D fois IF avec D, c'est des facteurs de déviation. Donc, on peut voir ainsi que grâce à l'utilisation de ces différentes relations, donc ces relations qu'on a vues dans le cours en présentiel, vous avez ici donc, dans cette partie 5 en PDF, donc on peut construire notre mètre analogique à base de galvanomètre magnétoélectrique. Donc ça concerne donc, la partie en mètre analogique. On va voir comment on peut construire des appareils de mesure. En fait, on peut modifier donc, des appareils de mesure pour mesurer donc, un courant alternatif, courant tension alternative. Donc, je vais arrêter ce fichier-là. Je vais essayer d'ouvrir un autre fichier. Je vais partager donc, notre fichier. On va voir, donc c'est la partie 6. Donc, pour la partie 6. Donc, la partie 6, on a dit qu'on va parler sur les constructions d'appareils de mesure qui vont nous permettre de mesurer donc, en mode AC, donc alternatif. Donc, ils vont permettre en mode alternatif, ils vont se mettre en alternatif. Déjà, on va voir surtout donc, le cas d'appareil de mesure magnétoélectrique avec redresseur. Hein. Par exemple, ce type d'appareil-là, donc, vous pouvez le rencontrer dans le labo donc, de type P. Donc, vous avez des appareils de mesure analogiques avec des redresseurs. En fait, si je prends ce cours-là, donc pour le mode AC, ben, bien sûr, donc, alternative courant. Donc, on a dit que, je vais vous rappeler un peu de ce qu'on a fait dans le premier cours. Donc, on a dit qu'on peut mesurer le courant alternatif à l'aide d'appareils de mesure ferromagnétiques. À l'aide d'appareils de mesure ferromagnétiques. Mais en utilisant des appareils de mesure magnétoélectrique, on peut faire ces mesures-là, mais avec, on va associer des circuits de redressement. Donc, on va redresser donc, circuit à base de fond de. Oui. Il y a un problème de. Oui. Ah, en fait, on va utiliser des diodes, hein, donc des circuits de redressement à base de diodes. Donc, si le pont de Gates pour le pont de diode, ou, dans le cas de redressement de double alternance, donc, on va utiliser. Oui. Ou mono-alternance, bien sûr, mono-alternance, on va utiliser une seule diode. Donc, c'est redressement avec des diodes. Oui. Il y a un calcul associé à ça, donc on va le voir. Bien sûr, pour nous, ce qui nous intéresse ici, donc, on va parler, donc, on va associer donc, un galvanomètre magnétoélectrique avec ce pont de diode, donc, en double alternance. On va utiliser aussi donc, le redressement mono-alternance aussi. On va s'intéresser à calcul de la valeur moyenne, puisqu'on a dit que pour les appareils de mesure magnétoélectrique, donc, ils vont nous permettre de retrouver la valeur moyenne du signal. Pour le cas des appareils de mesure ferromagnétique, c'est la valeur efficace qu'on va obtenir. Bien sûr, donc, on va avoir des détails pour ça. On va avoir d'autres détails sur ça. Bien sûr, on a dit qu'on doit utiliser des circuits de redressement pour, si on utilise donc, des appareils de mesure magnétoélectriques. Hein. Donc, c'est ici, donc, c'est appareil de mesure en mode AC, donc alternatif. Mais d'abord, donc, j'ai donné ici, donc, j'ai repris un peu donc, les figures qu'on a tracées dans le cours. Ici, donc, vous avez un appareil de mesure magnétoélectrique, vous indique en fait la force de Laplace F1, F2. Donc,
peut calculer donc, les cours en présentiel, on a calculé donc le couple moteur du cadre mobile. Pour l'équilibre, donc vous avez le couple moteur qui est égal au couple résistant. Hein. Donc, le couple résistant dit à la présence de ressorts spirales. Le couple résistant, c'est C fois T A, et pour le couple moteur, donc c'est 2F fois le bras donc, de la force. On a vu ça donc présentiel dans le troisième cours, quelque chose comme ça. L'essentiel ici, donc vous avez donc un appareil de mesure magnétoélectrique, donc j'ai repris un peu le schéma. On a dit qu'on peut utiliser donc, des redresseurs mono-alternance ou double alternance avec ce type de galvanomètre. C'est toujours à base de galvanomètre pour les appareils de mesure analogique. Ici, donc, pour ces appareils-là, on peut mesurer des signaux jusqu'à de 20 jusqu'à 20 kHz, de 20 Hz jusqu'à 20 kHz. Donc, pour les courants hauts, les tensions, de 20 jusqu'à 20 kHz. Bien sûr, il y a d'autres limites, on va voir, donc, il y a des limites dans donc le courant électrique et la tension qu'on peut mesurer. Ici, on parle seulement de la gamme de fréquences. Donc, pour la gamme de fréquences, donc, vous avez de 20 jusqu'à 20 kHz. Si on utilise des redresseurs alternance ou double alternance. Bien sûr, par la suite, on va calculer. Donc, il y a un certain calcul qu'on va faire, comment on peut choisir les différents composants qu'on doit associer à notre galvanomètre magnétoélectrique pour construire notre appareil de mesure en mode AC. Pour le convertir en quelque sorte en mode AC. Bien sûr, toujours ici, donc vous avez d'autres schémas, donc c'est le même schéma, mais donc, vous avez donc, par exemple, si je prends la figure A, donc il me donne le cadre mobile avec les ressorts spirales, donc pour la figure D, donc vous avez l'échelle de radiation avec l'aiguille associée au cadre mobile. Et, vous avez aussi donc l'aimant permanent. Hein. Pour la figure C, donc vous avez ici, donc, on peut voir un peu la direction du champ magnétique, la position donc, du cadre mobile, ici donc les forces, donc F1 et F2. Donc vous avez aussi le bras de la force, donc c'est 10 sur 2. En fait, on a développé un certain calcul dans le cours en présentiel. On a parlé un peu des lois électromagnétiques pour calculer la force de la place pour trouver par la suite donc l'angle de déviation de l'aiguille à l'équilibre. Lorsque le couple moteur est égal au couple résistant. Et ça, ici, c'est toujours notre schéma, en fait, c'est en Power D. Hein. Donc, vous pouvez retrouver donc, des documentations sur ça. Donc, c'est des appareils, des instruments de mesure PMMC. Donc, c'est pour les appareils à cadre mobile, magnétoélectrique, des appareils PMMC. Donc, vous avez retrouvé ça en anglais. On peut voir ici donc, un schéma réel l'appareil de mesure magnétoélectrique PMMC avec les différents composants. Donc, vous avez ici, donc, bien sûr, ici, donc, en plus, ici, donc, vous avez un certain châssis métallique utilisé pour la protection, donc, la protection de l'aimant permanent et du cadre mobile. On peut voir, donc, un, c'est le châssis métallique qui est utilisé pour la protection, comme un bouclier de protection. Deux, donc, on peut voir, en réalité, on peut voir ici, donc, l'aimant permanent. Le power, par exemple, ici, c'est le cadre mobile, on peut le voir un peu. Donc, le cadre, c'est les ressorts spirales qu'on va les utiliser pour le couple de résistants. Hein,
Donc, C fois P qui va vous donner donc, le résistant. Donc, vous avez 5, c'est l'aiguille, bien sûr. Et bien sûr, vous avez aussi, donc, si par exemple, ici, on peut utiliser, donc, dans certains appareils de mesure analogique magnétoélectrique, on peut retrouver une position pour la remise la remise à zéro, donc pour, à l'équilibre. Donc, lorsque vous avez, donc, par exemple, donc au repos, donc on doit toujours s'assurer que l'aiguille correspond à la position 0. Donc, pour faire ça, donc, on peut utiliser un tournevis pour régler la position de l'aiguille. Quelquefois, on doit utiliser un tournevis pour régler la position à 0 de l'aiguille au repos de l'appareil de mesure. Donc, vous avez ça ici. Donc, en fait, le mécanisme qui va vous permettre de faire ça à l'aide d'un tournevis. Aussi ici, donc, vous avez donc un appareil donc, pour les appareils de mesure ferromagnétique. Hein. Donc on peut voir, donc vous avez deux types. Donc vous avez attraction à répulsion. Attraction, ça c'est à répulsion. Mais sûr, pour notre cours, on va s'intéresser surtout aux appareils de mesure magnétoélectrique. On peut pas faire, on peut pas voir tous les en détail. Donc surtout on va voir donc le cas d'appareil de mesure magnétoélectrique. Je donne ici donc seulement donc, les figures pour un appareil de mesure ferromagnétique. Bien sûr, pour les appareils de mesure ferromagnétique, on a dit qu'on peut les utiliser en mode AC pour obtenir la valeur efficace. Mais il y a un inconvénient, par exemple, ici, donc on ne peut pas les utiliser dans le domaine des applications de télécommunication. Donc, on peut seulement les utiliser pour mesurer donc, des faibles tensions. En fait, on peut seulement les utiliser dans une gamme de fréquences de 0 jusqu'à 125. Donc, en général, c'est entre 0 jusqu'à 125 Hz. Donc, on appelle ça, c'est power frequency, donc c'est les fréquences de puissance. Donc, de 0 jusqu'à 125, ça veut dire qu'on peut les utiliser donc, pour les bandes de fréquences de puissance de 0 jusqu'à 125 Hz. Il va, donc, ce type d'appareil va nous donner directement la valeur efficace. Il va nous donner directement la valeur efficace. Bien sûr, il y a une question ici, puisqu'on peut obtenir la valeur efficace, pourquoi on n'utilise pas ça pour mesurer des courants en mode DC, pour le direct courant. Donc, on n'utilise pas ça pour mesurer le courant direct. Donc, la réponse, c'est le cas de ces appareils-là ferromagnétiques, ils introduisent ce qu'on appelle donc erreur d'hystérésis. Erreur d'hystérésis dans le thermobile. On doit changer le thermobile avec un mi-métal, donc un alliage entre le nickel et fer. Donc, on doit utiliser mi-métal pour réduire cette erreur d'hystérésis. Bien sûr, ça rentre dans le domaine de construction de cet appareil, donc mesure ferromagnétique. Pour réduire l'erreur d'hystérésis, on doit utiliser donc un alliage mi-métal, donc c'est alliage nickel et fer. Bien sûr, donc ici c'est toujours donc une figure réelle qui donne donc le cœur d'un appareil de mesure ferromagnétique. Donc ici il s'agit donc d'un appareil de mesure ferromagnétique à traction. C'est le premier. Qui correspond à la première figure 2A. Hein. C'est le même appareil de mesure que 2A. Mais ça pour nous, donc, on ne va pas s'attarder sur ça. On va. Donc ici, donc, vous avez la note. Donc, on parle de l'erreur qui a créé le mobile en ferromagnétique en mode DC. Hein, pour la réduire.
on va utiliser un alliage numérique. Vous avez ici donc on va revenir aux appareils de mesure magnétoélectrique avec redresseur. Donc ici donc on peut voir un multimètre analogique. Multimètre, ça veut dire qu'on dirait plusieurs grandeurs. Donc vous avez la résistance, vous avez position en mètre pour mesurer la résistance, pour mesurer l'intensité du courant. Donc, vous avez position ampère-mètre, et pour mesurer la tension, donc vous avez la position voltmètre. Et bien sûr, donc vous avez le cas, donc les deux modes, donc DC ou AC. DC ou AC. Bien sûr, ce symbole-là, donc ça veut dire que vous avez ici donc un appareil de mesure magnétoélectrique avec diode, avec un diode de redressement. Par la suite, vous avez un certain tableau que j'ai associé à ce cours-là. On peut voir donc, différentes indications sur le cadran d'un appareil de mesure. Pour nous, donc, on va surtout voir, donc, par exemple, ici, donc, vous avez la position de l'appareil de mesure. Donc, il y a des appareils de mesure on doit les placer, on doit placer le cadran verticalement, horizontalement, avec un certain degré ici, donc, d'inclinaison, une certaine position inclinée, par exemple, ici, donc, 60 degrés. Pour nous aussi, donc, on va surtout voir donc, pour les symboles, donc vous avez plusieurs types d'appareils de mesure. Donc, on va voir l'électrodynamique, donc les appareils de mesure électrodynamiques, on va les voir dans le wattmètre, dans les taux wattmètre. Donc, vous avez aussi donc, des appareils de mesure donc magnétoélectriques, surtout magnétoélectriques. Donc, ici, donc, ça, c'est le symbole d'appareil de mesure ferromagnétique. Bien sûr, vous avez d'autres symboles. Donc, on peut, par exemple, ici, donc, mesurer un courant continu et un courant alternatif. Bien sûr, vous avez donc, la tension d'épreuve diélectrique. Donc, ça veut dire que c'est, par exemple, c'est l'étoile ici. Donc, les étoiles sont aucune indication à l'intérieur. Ça veut dire que cet appareil, on peut, sans risque, mesurer donc une tension qui peut aller jusqu'à 500. Donc, si vous avez 2 à l'intérieur, ça veut dire que c'est 2000. Hein, donc, on peut mesurer des tensions, bien sûr, des produits électriques, allant jusqu'à 2 volts. Et 0, ça veut dire que vous n'avez pas. Donc, vous n'avez pas d'indication sur la tension des produits électriques. Bien sûr, si on peut, notre appareil de mesure avec redresseur. Pour nous, donc on va essayer de voir ça. Donc, vous avez aussi des thermocouple, hein. Donc, à thermocouple, les appareils de mesure. Par exemple, ici, donc on va voir ça. Donc, à thermocouple avec appareil magnétoélectrique. On va parler de ça. Sinon, pour les autres types d'appareils, donc, pour nous, donc, c'est ferromagnétique, il y a thermocouple, électrodynamique, aussi donc magnétoélectrique. On va voir le cas, en fait, pour la construction d'un appareil de mesure qui va nous permettre de mesurer un courant, une tension alternative, donc mode AC, en utilisant donc un galvanomagnétoélectrique. On a dit qu'on va associer donc un circuit de redressement. Donc on peut voir ici donc lorsqu'il s'agit donc d'un redressement avec un point de grille, donc c'est un redressement double alternance. On peut voir ici donc, dans le cadran avec couleur vert. Donc on peut voir notre galvanomètre. Bien sûr, donc on va associer une résistance Rn. Donc ici, il s'agit d'un voltmètre. Donc, ici, on veut construire par exemple un voltmètre qui va nous permettre donc, de retrouver
Donc, voltmètre en mode AC. Donc, voltmètre en mode AC. Bien sûr, puisqu'on va redresser, donc c'est un redressement double alternance, on peut voir ici, donc le redressement double alternance, donc vous avez la tension, la tension à l'entrée, donc vous avez c'est V sinus oméga T, c'est V sinus oméga T, donc on peut voir les caractéristiques, donc V max, vous avez ici donc V efficace, bien sûr, V efficace c'est quoi, donc c'est V max, c'est la racine de 2. Mais ici, donc, pour nous, on a dit que donc, les appareils de mesure magnétoélectriques vont vous permettre de retrouver donc, la valeur moyenne. Avec lorsque j'utilise un tel dispositif, donc, je vais obtenir quelque chose qui est donc la déviation de l'aiguille donc d'un appareil de mesure magnétoélectrique dépend de la valeur moyenne du signal. Ici, donc, après redressement de double alternance, donc on peut calculer la valeur moyenne. Donc, pour la valeur moyenne, puisqu'il s'agit de double alternance, donc on va calculer l'intégrale incertée, donc l'intégrale de 0 jusqu'à t v de t dt. Donc, la valeur moyenne d'un signal sur une période. Grand T, c'est la période. Donc, vous allez retrouver puisqu'il s'agit d'un signal sinusoïdal, donc vous allez retrouver quelque chose comme de Vmax circuit. De Vmax circuit. Vmax, c'est bien sûr la tension crête. La tension crête de votre signal. Vmax, c'est la tension crête de votre signal. C'est la valeur moyenne ici. Donc, lorsque vous appliquez la relation pour un signal redressé, donc après redressement double alternance, vous allez retrouver quelque chose comme 2 Vmax sur pi. Bien sûr, donc dans l'autre cas où vous utilisez donc un redressement mono-alternance, on peut retrouver donc la valeur moyenne, c'est B max sur P, puisqu'on va donc on va considérer une seule alternance. Donc de 0, donc on va intégrer un circuit de 0 jusqu'à t sur 2. Donc on va V de t dt, donc vous allez obtenir quelque chose comme B max sur Pi. Donc ça, c'est la valeur moyenne de votre signal après redressement mono-alternance. Bien sûr, ici, donc, pourquoi on parle de la valeur moyenne, on a dit puisque le galvanomètre-électrique, il va vous indiquer, il peut vous indiquer seulement la valeur moyenne du signal. C'est pas la valeur efficace. Pas la valeur efficace. En fait, pour obtenir la valeur efficace, on doit utiliser donc, un appareil de mesure ferromagnétique. Bien sûr, par la suite, on va voir comment pour nous, donc, toujours dans les mesures, donc, pour les signaux donc, en mode AC, on s'intéresse à la valeur efficace. Par contre, donc, notre appareil de mesure ici, donc magnétoélectrique, nous donne la valeur moyenne. Ça veut dire qu'on doit corriger donc, la valeur. Par exemple, donc on doit utiliser un facteur multiplicatif qui va nous donner par la suite directement la valeur efficace. On peut voir ici donc la valeur moyenne, c'est Vmax sur Pi. La valeur efficace, c'est Vmax sur la racine de 2. Donc on peut obtenir une relation entre V efficace et Vmax. Donc on va voir cette relation par la suite. On va voir par la suite cette relation. En fait, pour introduire cette relation-là, on va revenir donc à la sensibilité de notre appareil de mesure de type magnétoélectrique. Donc, la sensibilité, on a dit que la sensibilité qu'on a vu dans les cours de voltmètre, c'est égal à 1 sur I max. Donc, 1 sur I max, on a dit que la sensibilité aussi, donc, en mode DC, donc, correspond aussi donc, à la résistance spécifique. Notre appareil de mesure correspond aussi à la résistance spécifique de notre appareil de mesure. Elle est donnée par l'unité, donc vous avez ohm sur volt, donc c'est ohm sur volt. Mais bien sûr, donc vous avez cette indication toujours, elle est donnée sur le cadran de notre sur le cadran de notre appareil de mesure, notre voltmètre. Donc, elle est donnée en ohm sur volt.
Donc, pour le redressement, donc pour le mode, ça c'est pour le mode DC. Donc, on a vu ça pour le mode DC, donc pour le courant direct. En fait, le mode DC. Pour le mode AC, hein, avec un redressement mono-alternance, donc, en utilisant les relations indiquées sur les figures précédentes, donc, on va voir, donc on va obtenir une relation qui va nous donner donc la valeur moyenne en fonction de la valeur efficace. Donc, V moins ici donc, égal à 0,45 fois V efficace. Donc, V moins égal à 0,45 fois V efficace. Ça veut dire ici que le facteur, donc ça veut dire qu'on doit utiliser un facteur multiplicatif par la suite. On va dire, pour nous, donc on va retrouver la valeur moyenne. Pour retrouver la valeur efficace, on doit diviser par 0,45, bien sûr. Donc, vous avez V moins égal à 0,45 fois V efficace. Pour nous, donc, on doit lire la valeur efficace. Toujours lorsqu'on utilise donc, le mode AC, on s'intéresse toujours à la valeur efficace. Donc, et non pas à la valeur moyenne. Et puisque votre appareil de mesure un moniteur électrique va vous donner donc la valeur moyenne, donc on doit la diviser par la suite sur 0,45 pour retrouver donc la valeur efficace. Bien sûr, vous avez le calcul là, donc vous avez ici, donc, démonstration de calcul. Hein. Donc c'est un calcul assez simple. Hein. À partir de ça, on peut déduire que la sensibilité en mode AC égale à 0,45 fois la sensibilité en mode DC. En utilisant ces relations-là, on peut retrouver que donc, la sensibilité en mode AC égale à 0,45 fois la sensibilité en mode DC. Bien sûr, la sensibilité en mode DC, c'est 1 sur Imax. Bien sûr, Imax, c'est le courant max qui traverse le galvanomètre qui indique le maximum de déviation de galva. Donc ça, c'est pour le mode, ça c'est pour le redressement mono-alternance. Hein. Donc ça vise redressement mono-alternance. Et donc vous avez ces relations-là, donc vous pouvez les refaire, donc vous pouvez calculer ça. Prenez une feuille, un stylo, donc vous allez essayer de calculer ça et de retrouver ces relations-là. Donc c'est assez simple. Par la suite, donc on va voir ensuite, donc c'est le cadre. D'abord, avant de voir le deuxième cas, en fait, on est en train de faire ça pour calculer par la suite en fait, les différents composants qu'on va utiliser, donc les valeurs des résistances, des diodes qu'on va utiliser dans la conception de notre appareil de mesure en mode AC. Quelles sont donc les résistances et les diodes qu'on va utiliser en mode AC. Par la suite, la même chose, on va refaire la même chose, mais ici, donc, pour le redressement double alternance, donc, on va faire le même calcul, mais ici, donc, pour la valeur moyenne, donc, vous avez la valeur moyenne, c'est 2V max circuit, hein, puisque vous avez redressement double alternance. On va retrouver, donc, une relation qui va nous donner, qui va relier V moyenne avec V efficace. Donc, on peut voir ici que V moyenne égale à 0,9 par V efficace. Ainsi, donc, on peut la même chose obtenir la sensibilité en mode AC. Donc, la sensibilité en mode AC égale à 0,9 fois la sensibilité en mode DC. Hein. Donc, 0,9. Donc, toujours, donc, la sensibilité donc, en mode AC est toujours moins importante que la sensibilité en mode DC. Donc, elle est toujours inférieure au mode DC. Donc, on peut voir. Si je prends donc, le double alternance, c'est 0,9. Bien sûr, elle est meilleure. Donc, en double alternance, elle est meilleure que la sensibilité en mono-alternance. Hein. Ces deux relations, on peut voir que la sensibilité en double alternance est meilleure que la sensibilité en mono-alternance. Par la suite, donc, on va développer des relations qui vont nous permettre de calculer, de retrouver les différents composants à utiliser pour la construction. Donc, on va mettre en mode AC. Donc, on peut obtenir cette relation à partir, si nous revenons au schéma précédent, donc vous avez quoi donc vous avez V égale à quoi?
Bien sûr, dans le cas de mono-alternance, hein, donc vous avez V, hein, donc V égale à RD fois donc I max plus R interne plus R1 fois I max. Hein. Donc, dans le cas de mono-alternance, pour le cas de déviation maximale de l'aiguille de votre appareil de mesure, donc vous avez, pour une déviation maximale, donc vous avez V égale R interne fois I max plus R1 fois I max plus R2 fois I max. Hein. Donc, on va appliquer directement le loi de Kirchhoff pour les tensions. Hein. Et ici, donc, RD, c'est la résistance dynamique de la diode. Hein. Puisqu'ici, donc, il s'agit de construction d'appareils de mesure, donc on doit on va prendre en considération la résistance dynamique de la diode. En fait, c'est une résistance assez faible, mais on doit la prendre en considération dans nos calculs. Bien sûr, pour les différents diodes, donc vous avez sur le datasheet, donc vous allez retrouver la RD, donc la résistance dynamique de la diode sur le datasheet. Donc toujours à partir de cette relation, donc on va essayer d'introduire donc la sensibilité. On va essayer d'introduire la sensibilité. Donc, bien sûr, on a dit que la sensibilité en mode DC, il représente aussi la résistance spécifique égale à 1 sur I max. Hein. Ça veut dire D sur I max moins R interne moins RD. Hein. Et on va obtenir, ici, donc on veut obtenir par exemple R1. Hein. Donc la valeur de R1, par exemple, ici la valeur de R1 égale à quoi? Donc c'est SD fois V moins R interne moins RD. Hein. Donc on peut calculer ainsi donc, la valeur de la résistance R1 qu'on doit utiliser. Bien sûr, V c'est quoi? Donc dans le calcul, donc on va introduire V, c'est bien sûr, c'est la tension, donc c'est le calibre de notre voltmètre. Donc, c'est le calibre de notre voltmètre. Lui, c'est le calibre. R interne, c'est la résistance interne. Et galvanomètre magnétoélectrique. On a dit c'est lié à quoi? Donc, lié à la résistance du fil du cadre mobile. Hein. Et RT, c'est la résistance dynamique de la diode utilisée. Bien sûr, il s'agit ici donc de cas mono-alternance parce qu'on utilise une seule diode. Maintenant, c'est pour le double alternance, on doit utiliser deux fois RD, hein, puisqu'on va utiliser à chaque fois. Donc, si vous prenez donc, votre schéma, donc, vous allez voir que à chaque fois, donc, on doit, pour le point de Beritz, donc, on doit faire appel à deux diodes hein, à chaque fois. Donc, ça veut dire ici qu'on doit utiliser dans la relation moins 2RD au lieu de moins R2. Hein. La même chose, donc ici, donc, on va remplacer donc, on va remplacer dans le mode AC. Hein, donc, en mode AC, donc, pour le cas mono-alternance, on va remplacer la sensibilité SDC par 0,45 fois SDC fois V moins R interne moins RD. La même chose en mode DC, en mode AC alternatif, donc en double alternance, c'est 0,9 fois SD. Donc, on va remplacer donc, la sensibilité en mode DC par la sensibilité en mode AC. Hein. Donc ici, donc, on peut obtenir donc, les résistances qu'on doit utiliser. Dans le cas, on fait appel donc, à des appareils de mesure magnétoélectrique avec circuit de redressement hein, en mode DC et en mode AC, donc avec redressement mono-alternance ou double alternance. Donc on peut voir des relations qui vont nous permettre de calculer la
Oui. Ouais. Donc, je vais reprendre à partir, de cette partie. En fait, ici, donc, on a parlé donc, des appareils de mesure magnétoélectrique avec redresseur qu'on va les utiliser en mode AC. Bien sûr, ici, donc, vous avez deux cas. Donc le cas de redressement mono-alternance, c'est double alternance. En utilisant une diode ou deux diodes pour chaque alternance. Bien sûr, si je prends le point de V, c'est deux diodes pour chaque alternance. Donc, on a développé la relation. Donc, vous avez ici donc, V égale à R interne. Si je prends le cas mono-alternance en mode DC, donc vous avez V égale à R interne par Imax plus Rn. Imax plus R fois. Imax, c'est, on peut par la suite obtenir donc, la relation qui va vous permettre de retrouver Rm. Donc, c'est la résistance de multiplication qu'on doit utiliser, bien sûr, en série avec votre galvanomètre magnétoélectrique avec redresseur pour des applications en mode DC. Hein. Donc, 1 sur Imax, c'est la sensibilité. 1 sur Imax, on a dit que c'est la sensibilité. Ça veut dire que c'est la sensibilité fois V, moins R interne, moins RD. Bien sûr, SD, c'est la sensibilité de votre galvanomètre magnétoélectrique. D, c'est le calibre. Et R interne, c'est la résistance. Bien sûr, on a dit que c'est la résistance des fils électriques qui constitue le cadre mobile du galvanomètre magnétoélectrique. Et RD, c'est la résistance dynamique de la diode. On peut refaire la même chose pour le redressement double alternance, toujours en mode DC. Donc, c'est SDC fois D. Donc, ici, on doit introduire 2 fois RD plus ces deux diodes qu'on va utiliser. On va utiliser deux diodes. Pour chaque alternance, donc, deux diodes sont utilisées. Ça veut dire qu'on doit prendre en considération la présence de deux diodes dans notre. Donc, deux diodes actives dans notre circuit. Donc, deux diodes passantes. Donc, ça, c'est la différence entre redressement double alternance et mono-alternance. Donc, en double alternance, on doit prendre en considération la présence de deux diodes. La même chose, donc par la suite, on va faire le calcul donc, avec le voltmètre en mode AC. Hein. En mode AC, donc, est-ce qu'il va. Quelle est la différence entre ces deux modes-là, donc mode AC et mode DC? Donc, on a vu que la différence, c'est dans le. Donc, c'est dans la sensibilité. Hein. Donc, la sensibilité, par exemple, pour mono-alternance en mode AC, c'est 0,45 SDC et pour double alternance, c'est 0,9 fois SDC. Donc, SDC, c'est la sensibilité en mode DC. Bien sûr, on a dit que donc, il y a une remarque ici, donc un inconvénient dans ce type d'appareil, ce type d'appareil est sensible à la température via la variation de la résistance dynamique en fonction de la température. Hein. Ça veut dire qu'on va prendre en considération ce paramètre-là. Hein. Donc, toujours, donc, on doit l'utiliser dans la température ambiante de 25 degrés, par exemple. Donc, il est conçu pour une utilisation, donc, en général, température ambiante de 25 degrés. Bien sûr, ceci est dû à. En fait, la résistance dynamique des diodes qui va varier en fonction de la température. Donc, ici, on peut calculer donc, les résistances. Pour chaque calibre, on peut calculer la résistance Rm qu'on doit associer avec notre galvanomètre magnétoélectrique. En fait, la construction de notre appareil en mode AC, même en mode DC. Dans le cas de la présence d'un circuit de redressement. Il y a d'autres caractéristiques, par exemple, ce type d'appareil dans le commerce qu'on trouve avec un voltmètre en base d'appareil de mesure magnétoélectrique avec redresseur, donc on peut aller jusqu'à 50 à 250 volts. Hein. En fait, en mode AC, donc la même chose, donc lorsqu'on veut les utiliser comme ampèremètre, on peut mesurer jusqu'à un courant de 10 milliampères ou 15 milliampères. Dû à la limitation des caractéristiques des diodes, en fait, on ne peut pas mesurer des courants élevés avec des diodes. En fait. Puisque vous avez ici, donc, le courant va traverser directement la diode.
Donc, si je prends notre schéma précédent, on peut voir que le courant traverse directement la diode. Ça veut dire qu'on ne peut pas donc dépasser 10 milliampères ou 15 milliampères. En général, on ne peut pas dépasser ça. Aussi, donc, on peut utiliser ce type d'appareil en mode AC, donc dans la gamme de fréquences audibles. Donc, en fait, c'est la fréquence audio, fréquence utilisée dans les circuits de communication. Donc, c'est de 20 jusqu'à 20 kHz. Donc, on peut utiliser donc, cette gamme de fréquences. Donc, il y a aussi donc, une autre remarque importante. En fait, puisqu'il s'agit ici d'un appareil de mesure à base d'un galvanomagnétoélectrique. On a dit que le galvanomagnétoélectrique va nous permettre de retrouver la valeur moyenne. Ça veut dire qu'en vérité, donc, lorsqu'on affiche la valeur, pour nous, donc, bien sûr, on doit afficher la valeur efficace. Hein, donc, pour un signal, donc, pour le mode AC, c'est toujours la valeur efficace. On s'intéresse à la valeur efficace. Mais ici, donc, pour ce type d'appareil, donc on va mesurer la valeur moyenne, puis par la suite, on va la corriger par un facteur multiplicatif de conversion. Donc, on va multiplier une moyenne fois un certain facteur, comme on a vu. Donc, vous avez 0,45 pour mono-alternance et 0,9 pour double alternance. Donc, ça veut dire qu'on doit utiliser ces facteurs-là pour rectifier la valeur moyenne et obtenir la valeur efficace. Ça veut dire aussi ça veut dire qu'il y a une limite ici. Hein. Donc, ici, donc, il s'agit donc on peut seulement utiliser ce type d'appareil. Ça veut dire qu'on peut seulement utiliser ce type d'appareil pour des signaux sinusoïdaux. Hein. Pour un signal sinusoïdal seulement. On peut l'utiliser pour effectuer des mesures sur un signal sinusoïdal, puisque le facteur multiplicatif, on va utiliser 0,45 ou 0,9, donc il est calculé donc, pour le cas d'un signal sinusoïdal. Donc, on appelle ce type d'appareil-là, donc c'est des appareils RMS. Là. Donc, c'est des appareils RMS, c'est route mince, donc ça veut dire la valeur efficace. On trouve d'autres types d'appareils, TRMS, donc, qui vont vous permettre de calculer la valeur efficace réelle. Hein. Donc, ici, on appelle ça ce type d'appareil qui vont nous permettre seulement de mesurer la valeur efficace d'un signal sinusoïdal, donc c'est des appareils RMS. Lorsqu'on veut, par exemple, mesurer la tension par exemple, d'un signal carré, alors que j'utilise un signal carré, un signal d'onde de scie triangulaire, donc un signal qui possède un spectre de fréquences riches, hein, pas comme le cas d'un signal sinusoïdal. Donc, on doit utiliser d'autres types d'appareils, c'est les appareils TRMS. TRMS, c'est True RMS. Ça veut dire que c'est des appareils qui vous donnent la valeur efficace vraie. Hein. Ce n'est pas la valeur efficace, mais la valeur efficace vraie. C'est les appareils TRMS. Pour obtenir ça, on doit utiliser d'autres types d'appareils. On doit utiliser thermocouple. On appelle ça donc des appareils thermocouple associés avec des appareils bien sûr magnétoélectriques. On va associer donc des appareils thermocouple avec des appareils magnétoélectriques. Comme on va voir dans le schéma par la suite. Ici, donc, par exemple, pour les voltmètres TRMS, donc, c'est ce qu'on a dit ici, donc, il est écrit ici. Donc, on peut voir que ce type d'appareil, donc, utilise des redresseurs. Ça veut dire qu'on va mesurer la valeur moyenne et pour obtenir la valeur efficace, on va utiliser un certain facteur de multiplication. Mais cela va nous permettre seulement de calculer les sinusoïdaux. Donc, ce que j'ai dit dans la dernière diapo. Pour les autres types de signaux, donc, on doit utiliser d'autres types d'appareils, c'est TRMS qui vont nous permettre donc, de mesurer, d'effectuer des mesures sur des signaux qui possèdent donc pour des signaux qui possèdent un spectre de fréquences riches. Par exemple, un signal carré, d'onde de scie, ainsi de suite. Pour n'importe quel, en fait, c'est pour n'importe quel signal. On peut utiliser donc, ce type d'appareil TRMS. Ce n'est pas le cas des appareils RMS, on peut les utiliser seulement pour mesurer dans un courant sinusoïdal.
Donc, ici, donc, vous avez le principe d'un appareil de mesure thermocouple TRMS. Hein. Donc, ici, donc, on peut voir, donc, vous avez votre source de courant, source de tension, vous avez le courant qui va traverser ce fil électrique. Donc, vous avez cette partie qui est constituée par un fil chauffant. Donc, vous avez ici donc une partie isolante avec un thermocouple. Lorsqu'il y a donc une différence de température dans le thermocouple, donc vous avez un courant qui va traverser donc le galvanomètre magnétoïde qui va vous indiquer il va vous indiquer en fait la valeur efficace. Hein. Puisque pour si je prends donc le fil chauffant, donc il dépend de donc, si je prends ici donc, ces appareils TRMS sont, sont réalisés en mesurant la température d'un fil chauffant. Donc, cette mesure est effectuée à l'aide d'un thermocouple, en fait, puisque le fil va se chauffer donc, par Ifi de Joule. Donc, Ifi de Joule, ça veut dire RE carré. Donc, ça veut dire qu'il va dépendre de la valeur efficace du courant. Lorsque le courant électrique traverse, donc, le fil va se chauffer par Ifi de Joule. En fait, pour ce type d'appareil, donc, c'est très intéressant d'utiliser ce type d'appareil puisqu'on peut on va les utiliser dans le domaine de télécommunication. On peut mesurer donc des signaux allant jusqu'à 100 MHz. Grâce à ce type d'appareil qui utilise un thermocouple, donc on peut mesurer donc des signaux allant jusqu'à 100 MHz. Bien sûr, donc, si je prends donc, en fait, pour les appareils RMS, donc on a parlé donc, des appareils à base de galvanomètre, magnétoélectrique et redresseur. Pour les appareils TRMS, c'est des appareils, par exemple, à base de thermocouple en associant aussi les galvanomètres magnétoélectriques. Mais si je prends donc, si je prends ici donc, un autre type d'appareil, c'est les galvanomètres pyromagnétiques. En fait, les galvanomètres pyromagnétiques sont considérés aussi donc, comme des appareils TRMS, mais leur bande de fréquence est limitée de 0 jusqu'à 125 Hz. Donc, la bande de fréquence, donc c'est les fréquences de puissance. Donc, bande de fréquence de puissance. Donc, power frequency. Donc, c'est PF, donc c'est la bande de fréquence PF. Donc, la bande de fréquence de puissance de 0 jusqu'à 125 Hz. Donc, vous avez ici dans quelques questions. Donc, on va voir donc questions-réponses. Donc, vous avez ici donc donc, on donne la sensibilité d'un galvanomètre. Donc, on est donné par des kiloohms par volt. Donc, c'est la sensibilité. On a dit aussi que c'est la résistance spécifique. Ici, la sensibilité, c'est 10 kiloohms par volt. On va associer avec ce galvanomètre un redresseur monoalternance. On va utiliser une seule diode. Donc, quelle sera la sensibilité de notre sa sensibilité, bien sûr. Lorsqu'on va l'utiliser ici, donc, bien sûr, avec un redresseur monoalternance, comme on a vu, donc, c'est 0,45 fois la sensibilité en mode DC. Hein, donc, la sensibilité en mode AC, c'est 0,45 fois la sensibilité en mode DC. Hein. Donc, ça, on va utiliser cette relation-là. Donc, vous avez cette relation-là. Donc, la sensibilité en mode AC est à 0,45 fois la sensibilité en mode DC. Donc, on va faire la multiplication directe et on va retrouver ces 4,5 kOhms par volt. On peut voir ici que la sensibilité en mode AC est moins élevée que la sensibilité en mode DC. On va utiliser la protection monotone.
Eh bien sûr, donc, vous avez une deuxième question. Donc, quel est l'appareil qui va nous permettre d'effectuer des mesures précises, raisonnables dans l'intervalle de fréquence le plus élevé? Euh, Bien sûr, si je prends donc les appareils magnétoélectriques, hein, sans redresseur, donc on a dit qu'ils vont vous donner seulement la valeur moyenne, donc on peut pas les utiliser directement. Sur les appareils magnétoélectriques, on doit associer avec ce type d'appareil donc des redresseurs. Euh, pour les appareils ferromagnétiques, on a dit que la bande de fréquence est limitée entre 0 jusqu'à 125 Hz. Hein. Et pour les appareils magnétoélectriques avec redresseur, on a dit qu'on peut les utiliser dans la gamme de fréquences audio, donc de 20 jusqu'à 20 kHz. Ça veut dire la bonne réponse ici. Hein, ça veut dire que les appareils qui peuvent permettre d'effectuer donc des mesures précises, raisonnables dans un intervalle de fréquence le plus élevé que possible. Donc, c'est les appareils de mesure magnétoélectriques avec redresseur. Bien sûr, si j'ajoute ici donc des appareils à thermocouple avec en associant donc des appareils magnétoélectriques, ils utilisent donc des appareils à thermocouple, ça veut dire que on peut aller jusqu'à 100 MHz. Ici donc vous avez seulement donc dans les choix, donc vous avez des appareils magnétoélectriques avec redresseur, ça veut dire qu'on va prendre des appareils magnétoélectriques avec redresseur. Les appareils magnétoélectriques avec redresseur, donc on a dit qu'on peut les utiliser dans la fréquence de communication de 20 Hz jusqu'à 20 kg. Donc, en fait, même pour la question Tawa, donc elle est relative à ce qu'on a dit. Donc, en fait, pour donc les appareils de mesure ferromagnétiques, donc on peut les utiliser dans les fréquences des réseaux électriques, donc de 0 jusqu'à 125 Hz. En fait, c'est des fréquences de puissance. Donc on appelle ça fréquence de puissance. Donc c'est PF, fréquence de puissance, fréquence de réseau électrique, donc de 0 jusqu'à 125 Hz. En fait, pour les appareils de mesure ferromagnétiques. Bien sûr, c'est pour la fréquence audio, donc c'est pour les appareils magnétoélectriques avec redresseur. Pour les fréquences allant jusqu'à 100 MHz, on a dit que c'est des appareils à base de donc en utilisant un thermocouple avec notre appareil de mesure magnétoélectrique. Ici, donc, il y a un certain calcul. Donc, on utilise un voltmètre, thermocouple au bord d'un JBL qui livre un signal dans le site. Donc, vous avez la période, vous avez Vmax, du signal dans le site. Donc, vous avez ici donc Vmin. En fait, pour la valeur efficace, quelle est la valeur mesurée par ces voltmètres? En fait, pour les voltmètres à thermocouple, c'est toujours la valeur efficace. Hein. Donc, ici, donc, on donne directement la valeur efficace. Pour la valeur efficace d'un signal dans DC, donc c'est Vmax sur la racine de Tawa. Donc, ça veut dire que c'est 150 sur la racine de Tawa. Hein. Ça veut dire que vous allez mesurer donc, une valeur 150 sur la racine de Tawa en millivolts. Hein. Vous avez ici donc Vmax, c'est 150 millivolts. Donc, pour la valeur efficace, c'est Vmax sur la racine de Tawa pour un signal dans de dans le cas d'un signal sinusoïdal, c'est Vmax sur la racine de 2. Hein. Puisqu'ici, donc, il va vous donner la valeur efficace réelle pour transmettre à terme. Et certaines conclusions par cela. D'abord, donc, vous avez les appareils magnétoélectriques à cadre mobile. Hein. Donc, on peut les utiliser pour réaliser des voltmètres, des voltmètres ou des ampèremètres, ou aussi donc des ohmmètres. On peut les utiliser en mode DC, aussi on peut les utiliser en mode AC, donc lorsqu'on associe donc un circuit de redressement. Et c'est toujours donc pour ce type d'appareil, donc il donne la valeur moyenne, mais pour nous donc on utilise toujours donc lorsqu'on réalise donc l'échelle graduée en mode AC, donc
on utilise toujours un facteur multiplicatif qui va rectifier la valeur moyenne pour obtenir la valeur efficace. En fait, on va lire directement la valeur efficace cadran. On a vu aussi que la sensibilité en mode AC est moins élevée que la sensibilité en mode DC pour ce type d'appareil. On a vu aussi donc, les limites de ce type d'appareil. On a parlé aussi, donc, le deuxième point, donc, on a parlé aussi des appareils ferromagnétiques à fer mobile. Donc, pour les appareils magnétoélectriques, c'est PMMC. Pour les appareils à ferromagnétiques, c'est MI ou à fer mobile. Donc, on peut les utiliser directement pour mesurer le courant en mode AC. Donc, ils sont moins chers que les appareils magnétoélectriques. Quelques remarques ici. Quelques remarques. Et on peut donc imaginer leur utilisation en mode DC, mais il y a toujours donc, il y a le problème de ce qu'on appelle donc erreur d'IDC. Vous avez l'erreur d'hystérésis du fer mobile, donc on doit modifier donc, dans la construction de ce type d'appareil, donc on doit modifier le fer mobile, on doit utiliser un certain alliage, mais en fait, donc vous avez aussi les avantages d'autres types d'appareils, donc ces appareils thermocouple. Donc ce type d'appareil, on dit que en fait ce type d'appareil n'est pas affecté par ne sont pas affectés par la fréquence, le changement de fréquence, donc on peut aller jusqu'à 100 MHz. Par contre, pour les appareils magnétoélectriques, on a dit qu'on peut seulement les utiliser dans la fréquence audio de 20 jusqu'à 20 kHz. Par contre, pour les thermocouples, c'est jusqu'à 100 MHz et on peut obtenir directement, donc, on peut mesurer donc, on peut les utiliser pour mesurer donc la tension avec plusieurs signaux, donc signal carré, signal triangulaire, ainsi de suite. Donc on peut aller, ça veut dire qu'on peut aller au-delà d'un signal sinusoïdal, d'un simple signal sinusoïdal et mesurer n'importe quel signal qui possède un riche spectre de fréquences et aller jusqu'à 100 MHz. Oui. Aussi, donc, vous avez un certain point, donc, les appareils donc, à base de redresseur, leur sensibilité moins élevée que dans le mode DC. Et aussi, donc, ils sont sensibles à la température et on peut les utiliser dans la fréquence audio de 20 jusqu'à 20 kHz. Aussi, donc, il y a une limite de tension de courant qu'on peut mesurer donc, en mode AC avec les appareils magnétoélectriques en utilisant un circuit de redressement. En fait, c'est tout pour ce cours d'aujourd'hui. En fait, si vous n'avez pas de questions, donc on va s'arrêter ici. On va essayer de voir d'autres choses, bien sûr, la prochaine fois. Si vous n'avez pas de questions, donc... Oui? Oui? En fait, l'essentiel ici dans ce cours-là, donc... Oui. Monsieur. Oui? L'examen, qui va يكون? En fait, c'est l'administration qui va décider par la suite. On ne sait pas encore. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Hein. On n'a pas décidé sur ça. Mais je pensais que comme là, on va voir. Qui va projet, qui va les phases. S'il maintient ça, on va faire ça. Sinon, ouais. D'accord. Monsieur, juste une remarque. On s'excuse. Une autre fois, elle est barre. Ok, oui. En fait, puisque... ok. Pas un problème. L'essentiel ici de voir le PDF, normalement, il y a assez simple, je pense. C'est assez simple. Vous pouvez le comprendre aussi en utilisant ce PDF. En fait, même pour les autres codes, on va essayer de les simplifier. En fait. Vous avez un cours sur l'oscilloscope, wattmètre, appareil de mesure aussi donc numérique.
السلام عليكم. دونك صحة فطوركم على la prochaine fois. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée. Salam alaikum. صحة